Bonjour madame, mademoiselle, monsieur, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce matin. Nous allons aujourd'hui évoquer la réalité des sectes. Alors pour beaucoup d'entre vous, les sectes c'est très lointain, mais certains parmi vous souffrent peut-être de la présence dans certaines sectes de leurs enfants, de leurs conjoints, éventuellement de leurs parents, et nous allons consacrer un peu de temps à évaluer la situation de la lutte contre les sectes dans notre pays depuis une dizaine d'années. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Alors pour évoquer la situation des sectes en Belgique et essayer de limiter leur influence néfaste, j'ai deux invités à notre émission d'aujourd'hui, deux représentants du CIAOSN. Vous allez savoir tout de suite ce qui se cache derrière cette abréviation, puisque j'ai invité le président de ce centre, en la personne de M. Henri Decordes, et le directeur de ce centre, en la personne de M. Éric Brasseur. Alors Henri Decordes, c'est quoi ça, le CIAOSN ? C'est le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles, qui est une institution publique qui a été... Oui, je crois que c'est important de le dire, hein. C'est une institution publique. Vous dépendez, excusez-moi, de l'État. Oui, alors il faut dire que c'est d'abord... Ça a été créé par une loi du 2 juin 1998, qui crée une institution indépendante auprès du ministère de la Justice. Donc vous dépendez du ministère de la Justice, pas du Premier ministre, du ministère de la Justice, mais vous œuvrez pour la Belgique entière. Vous êtes donc, comme on dit dans notre jargon belge, vous êtes une institution fédérale. Une institution fédérale, puisque à l'origine, la recommandation de la commission d'enquête, c'était de créer un observatoire fédéral des sectes, et qui, à la suite de la loi du 2 juin 1998, a donné cette appellation. Et en réalité, les membres du centre sont désignés par la Chambre des représentants, une majorité des 2/3. Et sur le plan pratique, le budget du centre relève du ministère de la Justice. Mais donc, ça veut dire qu'on est une institution un peu hybride, à savoir une indépendance, puisque nous dépendons de la Chambre, avec un fonctionnement qui relève du ministère de la Justice. Donc des moyens financiers et en personnel qui vous sont apportés par le ministère de la Justice. Oui. Avant de voir ce que vous pouvez faire dans le plan pratique de tous les jours, il y a une question qui me tarabuste un petit peu. Mais c'est certainement une question qu'on vous pose souvent à vous aussi. La question de savoir, mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'une secte ? Dans quelle mesure une association d'esprit religieux, d'esprit philosophique, éventuellement une association politique, dans quelle mesure peut-elle être considérée, comprise comme une secte ou pas du tout comme une secte ? Alors voilà, il faut reconnaître que c'est une des questions qu'on nous pose très souvent, tellement souvent qu'on a réalisé une petite brochure pour répondre à cette question, pour au moins donner des éléments de réponse, sachant qu'au niveau d'une institution publique, on ne doit pas interférer dans le choix d'une opinion, qu'elle soit philosophique ou religieuse, et qu'elle soit considérée comme une opinion minoritaire, souvent associée à un groupe dit sectaire, alors qu'une opinion qui serait majoritaire relèverait d'une religion. Donc ça, ce n'est pas notre problème. Ce qu'il est important au niveau d'une institution publique, c'est de pouvoir informer les personnes sur les risques éventuels qu'elles risquent d'encourir par rapport à une adhésion à un groupement. Et alors, c'est plutôt au niveau des comportements et des actions qu'elles seront amenées à poser dans le cadre de ces groupements, ce qu'on appelle couramment les dérives sectaires, que nous essayons de les informer de manière la plus objective possible. La Chambre, il y a quelques années, avait publié au Moniteur belge une liste de différentes associations dans les noms desquelles le profane que je suis ou qu'est Monsieur Tout-le-Monde
reconnaît évidemment une secte parce que on connaît le nom du gourou ou du penseur principal qui a des prétentions scientifiques, etc., etc. Et puis d'autres groupements, souvent proches de religions reconnues, la religion catholique, le protestantisme, etc. Et il y a là un peu l'interrogation du citoyen devant des groupes, au fond, d'importance très relative les uns par rapport aux autres, et aussi, je dirais, d'action, de pénétration dans le public. Hein. Vous, comme moi, vous êtes dérangés le dimanche matin par des gens qui viennent sonner à votre porte pour vous faire la propagande de telle forme de protestantisme un peu rigide. Bon, ça c'est fort connu. Il y a d'autres groupes moins connus, mais qui sont peut-être plus délétères, plus nuisibles, comme on pourrait le dire. Voilà, il faut rappeler que sur le plan juridique, on n'a pas de définition légale d'un groupe sectaire. Il n'y a pas non plus, au niveau officiel, de liste des sectes. Non, mais il y avait quand même une liste qui était parue au Moniteur. Voilà, non, là c'était en fait un tableau synoptique qui complétait les travaux de la commission d'enquête. Et la seule chose, c'est qu'à partir du moment où on ne présente dans la presse qu'une seule des colonnes de ce tableau synoptique, ça devient une liste. La polémique qui a suivi cette publication a amené le législateur justement à mettre une limite à la mission d'information du centre, à savoir que le centre ne peut pas diffuser d'informations de manière systématique sous la forme de liste. Ah d'accord, donc vous n'êtes pas autorisé à dire, voilà, tel groupement dont on nous parle, ça, c'est une secte. Absolument et ça, pas. ce n'est Voilà, pas une exactement. secte. Voilà. Donc vous n'avez pas le pouvoir de dire ça. Absolument. D'autant plus que au moment où un problème se pose dans un groupe, peut être tout à fait limité. Oui, tension entre des personnes, oui. rivalité individuelle qui ne relèvent pas d'une dimension sectaire. Les rivalités individuelles surviennent dans tous les groupes sociaux, au travail, dans le couple, dans la famille, etc. Et c'était d'ailleurs l'état d'esprit de la commission d'enquête, puisqu'elle a justement voulu créer cette notion d'organisation sectaire nuisible pour faire la transition entre la secte, qui au sens sociologique n'implique pas de jugement de valeur, et l'organisation, l'association de malfaiteurs, parce qu'à l'époque on ne parlait pas encore dans le droit pénal d'organisation criminelle, qui montre bien que dans certains cas extrêmes, l'aspect religieux ou philosophique n'est qu'un paravent. Alors, à partir du moment où on a une organisation qui, de manière ponctuelle, peut poser un problème, il n'est pas nécessaire de la stigmatiser face à l'opinion publique, parce que, pour une fois, elle a fauté, elle devrait être condamnée publiquement ad vitam, je dirais. Et quand on parle de dérives nuisibles, alors on voit très clairement ce que peuvent être certaines dérives nuisibles. On sait que dans certaines sectes se pratiquent des délits d'ordre sexuel où des adultes s'en prennent à des enfants, par exemple. Là, bien sûr, il y a dérives et même il y a délits ou crimes. Mais il y a dans d'autres cas, j'imagine les parents qui voient leur enfant s'introduire dans une secte un petit peu folklorique, on se déguise, on se coupe les cheveux, on se rase le crâne, etc. Les parents peuvent être extrêmement troublés par ce type de comportement, alors que la secte en question ou le groupe n'est peut-être pas nécessairement un groupe dangereux. Qu'en pensez-vous, Valérie Brasseur? Les parents généralement nous appellent, les parents, les amis, les conjoints, pour poser une question, pour demander des informations. Même si la première question qu'ils demandent, est-ce une secte nuisible, le fond du problème, c'est qu'ils veulent savoir quelles sont les informations utiles dont vous disposez qui peuvent nous aider. Et la principale de nos missions, pensais-je, c'est de donner des informations au public. Donc nous donnons au public toutes les informations référencées de sources ouvertes pour qu'il puisse lui-même forger sa propre opinion sur base d'éléments clairement référencés. Et lui-même forge son opinion en recevant ces informations qui portent notamment sur les problèmes, les controverses, les dérives éventuelles du mouvement. Et sur cette base, alors, il prend sa position. Et très particulièrement, c'est utile
dans le cas où des enfants, des mineurs d'âge sont visés. C'est la forme habituelle de contact. C'est une demande d'information qui est en fait une demande d'aide. Voilà. Oui, je vous en prie. Je voulais dire que également la demande d'aide peut venir parfois aussi des grands-parents. Parce qu'à partir du moment où les enfants mineurs d'âge se retrouvent des adeptes passifs du fait de l'adhésion de leurs parents à un groupement, ce sont parfois les grands-parents qui sont les plus inquiets. Et donc, dans ce cas-là, nous sommes là, évidemment, pour aider également les grands-parents à faire valoir leur droit de visite, notamment auprès de leurs petits-enfants. Et donc, nous donnons des conseils, un conseil juridique sur les droits et les obligations des personnes qui sont en contact avec ce phénomène et sur les moyens de faire valoir ces droits. Donc, on leur donne les moyens de se battre ou d'introduire des actions ou de se protéger. Oui, je reviens au phénomène. On sait aujourd'hui le succès de toutes sortes d'associations, de groupements qui visent à ce qu'on appelle, entre guillemets, l'épanouissement personnel. Alors, il y a sans doute dans ce type d'association des gens qui sont tout à fait honnêtes et qui ne cherchent pas à entraîner dans une dérive sectaire leur clientèle, mais il y a là, me semble-t-il, aujourd'hui, alors que les gens sont un peu déboussolés, ne savent pas très bien quoi faire, ils ont des problèmes de couple, des problèmes dans leur travail, etc. Et ils sont tentés de trouver cette bouée de sauvetage qui peut cacher un certain nombre de dangers. Il n'y a pas, bon, quand on pense les sectes, on pense à quelques grandes sectes de pseudo-religieuses ou religieuses. Mais il y a aussi tous ces mouvements un peu latéraux, je ne dirais pas qu'ils sont gérés par des gourous, mais quand même, où on propose une sorte de thérapeutique mentale. Alors dès qu'on parle de thérapeutique mentale, on voit bien le danger qui peut se préciser, parce que celui ou celle qui va donner son adhésion à ce genre de choses peut être très aisément manipulé. Qu'en pensez-vous ? Ben, le principal des questions que nous recevons traite précisément de ce sujet. Donc, le plus grand groupe de questions traite du bien-être, de la santé physique ou mentale, ou de la thérapie. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de thérapeutes, plus ou moins diplômés, plus ou moins compétents, qui sévissent un peu partout, et qui peuvent apporter peut-être plus de bien que de mal aux personnes qui les consultent. Oui, j'oserais même dire qu'à risque d'apporter plus de mal que de bien dans certains cas, puisque dans le cadre actuel de la législation belge, il n'y a pas de réglementation de la profession de thérapeute. Ça va venir, nous savons que ça va oui, venir. Mais oui, je dirais que le problème vient surtout de la corporation elle-même, qui n'accepte pas encore d'être régulée de l'extérieur. Et donc là, c'est vrai que du fait que dans d'autres pays, notamment la France, la psychothérapie est réglementée, ça donne aussi l'occasion à certains de ceux qui ne peuvent plus exercer à l'étranger de trouver un refuge en Belgique. Alors c'est vrai que la psychothérapie en tant que telle ne relève pas des compétences du centre, mais très souvent, ces psychothérapeutes autoproclamés, pour asseoir leur légitimité, assujettissent en quelque sorte leurs patients. Hein. Oui, et d'autant plus qu'ils font référence à des concepts d'ordre soit philosophique ou religieux, qui leur donnent cette autorité qu'ils n'ont pas par leur formation. Pseudo-scientifique, souvent. Oui, souvent pseudo-scientifique, ou bien qui relèvent purement de la croyance. Alors, au niveau de la croyance, on doit les respecter comme tels, mais au niveau de la pratique, il est évident qu'à ce moment-là, il faut qu'il y ait des règles qui soient établies pour éviter que ça aboutisse à des dommages véritablement, parfois irréparables au niveau des personnes. Oui, la distinction, la limite est souvent difficile à opérer entre le marabout, le mage, le faiseur de miracles et l'authentique thérapeute, le psychiatre, le psychologue diplômé d'une université qui essaie d'apporter, au moyen des techniques et des sciences qu'il possède, une guérison ou un bien-être aux personnes qui les consultent. Nous voyons aujourd'hui, il suffit d'ouvrir sa boîte aux lettres pour voir les annonces des marabouts qui vont vous protéger du mauvais sort, qui vont vous faire gagner à la loterie ou qui vont vous faire revenir l'amour que vous avez perdu. Il me semble que ça me paraît extrêmement dangereux, cela. Et je crois que
le point commun entre tous les éléments que vous évoquez, c'est la confiance que les gens peuvent faire. Mais celui qui a mal, celui qui se sent mal, celui qui se sent pas bien, qui a été meurtri par son patron ou par son compagnon, quelle solution a-t-il ou a-t-elle? Voilà, mais justement, la question, c'est au niveau de la personne qui est le bénéficiaire de cette confiance, savoir au niveau de ses règles déontologiques, pour autant que ça existe dans sa corporation, de savoir s'il est digne de la confiance de la personne. Et à partir du moment où cette confiance est abusée, on arrive très rapidement, sur le plan pénal notamment, à l'abus de confiance. Et donc c'est vrai que la limite est quasiment impossible à fixer de manière très stricte. Et je dirais que ça peut être un des critères de savoir à partir de quel moment on reste dans une pratique respectueuse des libertés individuelles ou à partir de quel moment on abuse d'une personne. Vous savez voir que la confiance qu'on a obtenue parfois au bout de plusieurs semaines ou voire de mois de mise en confiance, à partir de quel moment cette confiance est exploitée et est utilisée pour entretenir une dépendance vis-à-vis du gourou, du maître ou du marabout, quel qu'il soit. Oui, et une dépendance qui, excusez-moi, qui souvent coûte cher, qui implique une participation financière importante. Non sur le plan individuel, un psychothérapeute qui entretient autour de lui sa petite camarilla, mais aussi il y a des groupes qui organisent le pompage financier auprès des adeptes, disons, de la secte ou du groupe. Et ça, c'est quand même un élément qui me paraît être, si vous me permettez, un élément de dangerosité de ces groupes-là. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est un élément. Mais je voudrais d'abord revenir sur un point. Vous parliez des thérapeutes tout à l'heure. Nous disons les dérapeutes, dans le cas dont vous parlez. L'expression est jolie, oui. Eh bien, la loi, quoi qu'il en soit, nous fait travailler sur des organisations et non sur des praticiens isolés. Donc ça, que ce soit bien clair. Donc nous ne travaillons pas sur les voyantes extralucides. Il faut le boubou du coin qui fait sa publicité dans les boîtes donc ça, aux lettres, ce sont des cas qui ne sont pas prévus par la loi. Mais effectivement, sinon, c'est la thérapie, comme je l'ai dit, c'est un des principaux sujets. Mais ne confondons pas quand même. Tous les groupes sur lesquels nous travaillons ne sont pas des voleurs ni des arnaqueurs. Certaines personnes sont de bonne foi, et y compris dans les adultes, et dans les adultes naturellement, mais dans les adultes, dans les enfants, et y compris dans les militants, si je puis dire. Certains sont de bonne foi. Donc il faut bien comprendre que le problème est un peu plus difficile. Ce serait plus simple si ces personnes étaient toutes malhonnêtes. Elles ne le sont pas nécessairement. Donc on doit quand même bien comprendre que ce ne sont pas des délinquants. Il n'y a pas de qualification pénale sectaire en Belgique. Donc le fait d'appartenir à un groupe, aussi original soit-il, ne fait pas de vous un délinquant ni un criminel. Donc ce qu'il faut, comme on l'a dit, et comme vous l'avez observé, ce sont les comportements et la pratique dérapante, dérivante, en fait, qui fait l'importance du sujet. Il faut que pour que ces personnes soient poursuivies, il faut qu'il y ait un délit décrit dans le code pénal, abus de confiance, éventuellement, dans les cas les plus graves, atteinte à l'intégrité physique des personnes, aux bonnes mœurs, etc., etc. Pour qu'elles soient poursuivies, oui. Mais pour que nous donnions des informations au public, non. Nous sommes payés pour donner au public les informations sur des groupes dont le prérequis est d'être une organisation à vocation philosophique ou spirituelle ou prétendue telle. Sur cette base, sur la base de la demande du public, nous sommes autorisés forcément à ouvrir un dossier et à lui répondre. On est payé pour répondre. Donc, avant tout autre qu'il soit poursuivi ou non, nous donnons des informations d'abord. Mais au niveau des poursuites, il faudrait quand même ajouter qu'il n'y a poursuite que pour autant qu'il y ait plainte. Or, le domaine... C'est pas vous qui introduisez la plainte. Absolument pas. C'est la personne qui se sent lésée. Avant qu'il y ait plainte, il faut d'abord que la personne soit sortie du mouvement. Qu'après être sortie du mouvement, elle se soit reconstruite sur le plan psychologique. Et qu'après ça, cette personne accepte ou décide de porter plainte ou de témoigner. Alors le problème qui se pose parfois, c'est que ce sont des processus très lents, parce que c'est à la limite très facile de détruire quelqu'un sur le plan psychologique et mental, ça prend beaucoup plus de temps de le reconstruire. Et le problème qui se pose assez souvent, c'est que même quand il y a plainte, la plainte arrive tardivement et donc il y a prescription. Donc ce qui fait que le phénomène dans la matière des dérives sectaires est mal perçu si on prend simplement les statistiques judiciaires, et ce qui fait que
les demandes d'informations qui parviennent au centre et pour lesquelles nous avons une mission légale de répondre servent un petit peu de baromètre de l'évolution de ces groupements en fonction de l'intérêt de la population par rapport à ces groupements. Alors faisons un peu la synthèse de votre action. Donc votre centre est là pour répondre aux interrogations des personnes qui vous posent la question, est-ce que le groupe, l'association dans laquelle se trouve ma fille, mon fils, mon mari, ma femme, etc., est-ce que c'est une secte? Alors vous pouvez répondre à cette question. Alors cette question, de manière très stricte, nous ne répondons pas, parce que c'est de nouveau la question... On présente des dérives, pour reprendre voilà, votre je dirais que c'est plus important. Cette association, ce groupe présente des dérives voilà, sectaires. c'est plus important de répondre à la question de dérives sectaires, parce que là, on vise des comportements bien précis. Bien on sûr. peut bien l'identifier. On laisse aux sociologues des religions le soin de trancher à partir de quel moment on n'est plus une secte pour devenir une religion, ou inversement. Ou à partir du moment où une religion se lance dans des dérives sectaires. Mais à notre niveau, il est plus important dans la plupart des cas, essayer d'apporter un message de vigilance. Donc faites attention à tel et tel phénomène, notamment pour savoir à partir de quel moment vous ne serez plus maître de vos actes. À partir de quel moment vous serez impliqué dans un système auquel vous ne pourrez plus résister et vous perdez toute indépendance, tout libre arbitre. Donc c'est ça qui est important. Et à partir du moment où le proche, etc., ou le conjoint ou les enfants sont impliqués, nous essayons de les aider, sachant que nous n'avons pas de compétences en matière d'aide psychologique. Nous relevons des compétences fédérales, les compétences en matière d'aide psychologique relevant du communautaire. Des juristes et pas du tout des psychologues de formation. Absolument, oui. Mais l'avantage, c'est que nous avons des contacts très fréquents avec les associations de terrain qui sont, disons, en première ligne pour l'accueil des victimes. Nous sommes aussi en contact avec des thérapeutes de confiance auxquels on peut référencer certaines des victimes. Et donc, c'est à ce niveau-là que nous pouvons avoir un rôle d'interaction entre ces différents intervenants, sachant que, idéalement, il faut mieux ne pas rentrer dans ces groupements-là plutôt que d'essayer d'en sortir. Parce qu'il est plus facile de ne pas y rentrer que d'en sortir. Bien évidemment, oui. Et beaucoup de personnes qui sont victimes, souvent ne portent pas plainte pour une raison très simple, c'est que le membre de leur famille ou l'ami qui se trouve dans un groupe s'y trouve toujours. Et donc, porter plainte pour quelque chose qu'ils observent, ou même pour des mineurs d'âge, notez, c'est lui porter préjudice. Et le but de l'exercice, souvent pour les amis et les parents, est de ne pas porter préjudice à ses proches. Et deuxièmement, de garder le contact. Parce qu'à partir du moment où vous avez porté plainte, votre proche ne voudra plus parler avec vous. Donc, ce qui est nécessaire, c'est de garder un contact. Vous coupez en quelque sorte les ponts si vous essayez vous l'isolez encore plus. Oui, c'est ça. Alors que le but, souvent, ils sont isolés et emprisonnés dans un carcan mental. Le but, c'est de les désenclaver. Donc, il ne faut certainement pas couper les ponts. Oui, mais est-ce que vous avez, vous, la possibilité d'introduire, par exemple, des actions judiciaires, ou bien vous pouvez simplement conseiller les personnes qui s'adressent à vous d'être elles-mêmes les acteurs de l'action judiciaire? Donc, il faut dire que le centre en lui-même n'a pas de personnalité juridique, donc il ne peut pas lui-même porter une affaire devant les tribunaux. La seule chose, c'est que tout le personnel du centre, ayant un statut d'agent de l'État, est tenu par le Code de procédure criminelle de dénoncer les faits dont il aurait connaissance. Les faits délictueux. Les faits délictueux qui sont susceptibles d'une répression pénale. Mais l'essentiel de notre mission, c'est d'aider les gens face à leurs problèmes et de les guider un petit peu par rapport au respect de leurs droits et de leurs obligations, comme l'évoquait le directeur du centre. Et je dirais que c'est plutôt un accompagnement et en fonction de la gravité du cas, les référencer auprès d'un service qui peut gérer plus particulièrement un de leurs problèmes. Et aussi les aider en leur indiquant les aides psychologiques qui leur permettent de sortir. Parce qu'on sait bien, hein, quand on a rencontré des personnes qui ont fait partie de sectes, combien elles sont déstructurées sur le plan psychologique. Il faut donc les restructurer. Est-ce que vous avez là, je ne sais pas moi, une action de conseil, d'avis à fournir, parce que la personne qui est un peu démunie se dit oui, mais moi j'ai été chez un psychothérapeute qui m'a introduit dans une secte, qui m'a bouleversé ma vie, je vais me méfier désormais de tous les intervenants en psychologie, alors qu'il y en a de très sérieux qui peuvent évidemment aider la personne à sortir
Voilà, de leurs problèmes. Justement, mais nous n'avons pas, je le rappelle, de mission d'aide psychologique, mais le centre a dans son personnel une psychologue qui, elle, connaît les principes de base de l'aide à ces personnes. Donc nous pouvons les orienter vers des personnes de confiance. C'est ça, vous pouvez leur indiquer les Voilà, personnes qui peuvent les aider, oui, parce qu'on sait Donc, ça veut dire combien que- la tension psychologique de ceux qui sortent, de ceux et celles qui sortent des sectes est forte et grande. Parce que le gros drame de ces personnes, c'est qu'ils ont fait confiance. Ils ont fait confiance et cette confiance a été trahie. Bien sûr. Donc avant de les remettre en confiance au point de se confier au plus intime d'eux-mêmes à une personne, il faut vraiment qu'ils soient convaincus que ce soit la bonne personne. Donc là, nous pouvons aider, et c'est vrai qu'en Belgique, en Belgique francophone notamment, il y a peu de services qui sont subsidiés dans l'aide aux personnes qui sortent des groupements sectaires, mais nous faisons comme nous pouvons, avec les moyens dont nous disposons, et toujours de manière à permettre à ces personnes de se reconstruire eux-mêmes et de leur faire comprendre qu'ils ont un avenir encore devant eux. Eh bien, on vient de voir à l'écran vos références, l'adresse de votre centre, le numéro de téléphone auquel on peut vous appeler. Je vous remercie beaucoup, Henri Decorde, Éric Brasseur, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. On n'a pas, évidemment, pu répondre à toutes les questions que pose la présence dans une secte d'un enfant, d'un parent, d'un conjoint, etc. Ce qu'on peut recommander à nos téléspectateurs, c'est de s'adresser à vous s'il y a quoi que ce soit comme difficulté. Je vous remercie pour votre présence à l'émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt.